Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est rendu banal depuis 2020 de dire qu'on est entré dans une ère de censure et de contrôle sans précédent. 4 ans plus tard, 2024, force est de constater que la tendance semble se renforcer sans arrêt. On assiste dans plusieurs pays à une panoplie de lois qui créent ou qui renforcent une censure officielle d'État, comme la Online Safety Act en Angleterre, qui, au nom de la guerre à la désinformation, vient essentiellement interdire aux médias de remettre en question le narratif officiel sous peine de prison. Même chose au Canada avec la loi Online Harms Act. On trouve que ça se ressemble un peu comme nom de loi. Puis cela est destiné à combattre officiellement les propos haineux en ligne, mais la flexibilité du concept de propos haineux mène certains à y voir une façon de punir certains propos politiques qui pourraient déranger le gouvernement. En France, on a pu voir le projet de loi de l'article 4 sur les dérives sectaires qui sanctionne avec de fortes amendes et des peines de prison les citoyens, y compris les médecins, qui pourraient dissuader d'autres citoyens de prendre certains traitements médicaux ou de proposer des traitements médicaux qui sont interdits. On constate donc l'apparition d'une science et d'une médecine officielle d'État qui se donne le droit d'aller jusqu'à punir des médecins praticiens qui voudraient, par exemple, décourager des citoyens de prendre des traitements expérimentaux qui seraient promus par le gouvernement si une telle chose arrivait. Derrière cette charge à fond de train vers une réduction substantielle de la liberté d'expression, on a l'impression de déceler une certaine panique chez de multiples gouvernements qui semblent avoir peur de perdre le contrôle du débat public, principalement en raison des nombreux médias alternatifs en ligne qui sont apparus depuis quelques années. En plus de cette censure, certains gouvernements et médias dans plusieurs pays semblent avoir un soudain intérêt pour les sectes et ce qu'ils appellent les dérives sectaires. En fait, on le voit particulièrement bien en France avec l'article 4 et au Québec avec plusieurs produits médiatiques portant sur les mouvements dits sectaires. Faut bien le dire, la coïncidence est un peu étrange au point où on a presque l'impression qu'il s'agit d'une offensive coordonnée. D'ailleurs, on l'a vu avec la capsule sur McKinsey qui a été faite précédemment et que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Réinfo Québec, que cette firme McKinsey était littéralement un vecteur important, voire essentiel de la coordination des mesures sanitaires dans plusieurs gouvernements partout dans le monde en coulisses de la scène publique. S'il ne s'agit pas d'une coordination directe, on peut voir au moins une idée assez prévalente au sein des élites politiques et médiatiques selon laquelle il est vraiment important, voire primordial en 2024, de s'attaquer à ce qu'on considère comme étant des mouvements sectaires. D'ailleurs, si vous trouvez d'autres exemples de cette espèce de nouvelle obsession avec les sectes, mettez-les en commentaire de la vidéo, ça va être intéressant de lire là-dessus. C'est sur cet élément sémantique-là que je voudrais vous entretenir pour cette capsule. L'attaque contre ce qu'on dit être des sectes n'est pas un hasard, mais s'inscrit dans une stratégie plus large de certains gouvernements de recomposer, voire d'enrichir une des clés de voûte de la censure des dernières années, l'accusation de complotiste. Il ne s'agit pas de remplacer le terme de complotiste par celui de sectaire, mais d'élargir le terme de complotiste pour qu'il englobe l'aspect sectaire. On va étudier donc cette tactique narrative très révélatrice et très intéressante. Si on observe d'abord l'accusation de complotisme, qui est tellement répandue dans les dernières années, on le sait bien, le terme est un amalgame assez flou et flexible. La description plus factuelle renvoie à des individus qui croient que des événements en apparence séparés sont en réalité le fruit de complots faits par des groupes d'individus cherchant à acquérir du pouvoir. Pourtant, le terme de complotiste a aussi un contenu qui est plus émotif, plus approximatif même, qui comprend l'idée que le complotiste est contre la science, contre la rationalité, qui remet en question la bonne foi des autorités bienveillantes, qu'il est perdu dans un délire imaginaire de spéculations douteuses et fausses, qui souffre de problèmes mentaux, psychologiques. À ça, on pourrait rajouter aussi plusieurs autres étiquettes comme extrême droite, misogyne, trumpiste, transphobe, raciste, paranoïaque, etc. Vous les avez entendus autant que moi.
Lorsqu'on voit à quel point on nous apprend à craindre et à haïr le complotisme, on comprend que les médias et politiciens considèrent le complotisme comme un danger extrêmement grave pour l'ordre social, puisque le complotisme menace directement le narratif dominant, donc l'histoire que la société se raconte à elle-même, ou plutôt l'histoire que les élites racontent à la société pour légitimer leur pouvoir et leurs agissements. Le terme de complotisme a une fonction principale, c'est celle de jeter le discrédit absolu par rapport à certains types d'informations considérées comme inacceptables. Ici, le terme absolu est vraiment important. Une fois un individu étiqueté de complotiste, celui-ci doit être considéré comme ne méritant aucune écoute, aucune attention, et ses propos doivent être méprisés et ignorés de façon radicale. Il y a aussi un autre aspect à l'accusation, c'est celui de l'autocensure. Ça implique que le bon citoyen, qui par inadvertance tombe sur des informations dites complotistes parce que le cousin de sa belle-mère lui a envoyé ça sur Facebook, doit immédiatement et sur le champ cesser la lecture ou l'écoute de tout contenu associé de près ou de loin au complotisme. Le bon citoyen doit donc pouvoir repérer que ce type d'information-là est du complotisme et ensuite vivre un tel dégoût qu'il va rejeter l'information avant qu'elle puisse atteindre sa conscience. Cet aspect d'autocensure est essentiel parce qu'il permet, du point de vue du narratif dominant, d'éviter la contagion d'informations nuisibles à ses intérêts. Il implique aussi que le terme de complotiste doit rester vivant et doit voir son contenu être constamment renouvelé pour que le bon citoyen sache que si une source d'information critique, les vaccins, les masques, les changements climatiques, la consommation d'insectes ou quelconque version ou nouvelle version du narratif dominant, c'est du complotisme et ça doit être vigoureusement ignoré. C'est donc dans un effort d'élargir et de renouveler, cet aspect-là est vraiment important, cette accusation de complotiste, que les autorités vont se retourner vers le terme de dérive sectaire. On va voir que cette expression-là est très bien choisie et qu'elle ne laisse rien au hasard. On va commencer par dérive. L'étymologie du mot vient de dériver, qui signifie s'éloigner de la rive. Ça renvoie aux embarcations qui s'éloignaient des rivages, des points de repère fixes et qui s'élançaient, volontairement ou non, vers des mers inconnues, possiblement tumultueuses et pleines de dangers. L'idée ici est qu'on s'éloigne métaphoriquement de nos repères, qui, bien entendu, dans le cas du terme tel qu'il est maintenant utilisé, sont le narratif dominant et les autorités bienveillantes. Le ton est donc paternaliste, éloigne-toi de moi et tu seras en danger. Le terme sectaire, quant à lui, vient du latin secta, qui signifie suivre ou plus précisément suivre un enseignement. À l'époque romaine, d'où vient le terme, il n'y avait aucune connotation négative qui était associée à ce terme-là, contrairement à maintenant où sectaire appelle à un fort contenu émotif qui tourne beaucoup autour de ce qu'on appelle globalement le New Age. Il s'agit de suivre une forme de spiritualité alternative, de santé alternative, d'éducation alternative, le tout découlant, bien entendu, de croyances considérées comme tout à fait irrationnelles et dangereuses, promues par des gourous manipulateurs. On voit comment, mis ensemble, dérives sectaires parlent de s'éloigner des autorités bienveillantes et de suivre un enseignement alternatif composé de croyances dangereuses. C'est une expression qui est très complémentaire à celle de complotiste, puisque le complotiste en dérive sectaire cesse de croire les autorités bienveillantes et leurs discours, donc s'en éloigne pour suivre un enseignement qui n'est que des folles idées. Il doit être ramené à la raison avant qu'il ne contamine d'autres âmes faibles et vulnérables et les mette elles aussi en danger. On voit que les trois étapes qui mènent à une rupture avec le narratif dominant, c'est-à-dire la remise en question, la séparation, la rupture en tant que telle et la nouvelle perspective, sont toutes incarnées chacun dans un terme vraiment bien spécifique. Donc, une accusation qui est parfaitement calculée pour dénigrer les citoyens qui empruntent la voie de la rupture avec le narratif dominant. Pourtant, le terme moderne de sectaire ne signifie pas réellement spiritualité alternative, ou du moins pas spécifiquement.
En fait, quand on examine de plus près ce terme-là, il fait référence plutôt à un mode d'endoctrinement qui pourrait certes s'appliquer dans le cadre d'un groupe spirituel alternatif, mais qui pourrait aussi s'appliquer à toutes sortes de groupes, parfois même à la société au complet. Une secte peut être définie comme un groupe ayant une idéologie fanatique engagée dans des pratiques dangereuses. Voici d'ailleurs quelques traits typiques des sectes. Donc, un peu dans le désordre, vous avez isolement des adhérents à la secte, rejet des non-adhérents ou de ceux qui ont quitté le groupe, punition à quiconque émet des doutes ou pose trop de questions par rapport au chef sectaire, requiert des sacrifices importants de la part des adhérents, soit en argent, en temps, en effort, en coupure avec les proches, etc. Les sectes sont souvent dirigés par des leaders narcissiques qui cherchent à avoir du pouvoir. Il y a une perte de l'individualité, de la souveraineté de la personne qui adhère à la secte. Il y a une obsession avec la doctrine du groupe et il y a un engagement dans des comportements malsains pour la santé physique et psychologique des adhérents. Comme vous voyez, nulle part on mentionne qu'une secte est nécessairement un groupe à la spiritualité alternative qui parle de chakras et de cristaux. En fait, si on est honnête, les traits sectaires que je viens de décrire rappellent étrangement certains épisodes relativement récents où des autorités bienveillantes se sont lancées dans des croyances délirantes et des réactions paranoïaques qui ont mené à des comportements dangereux et malsains. D'importants sacrifices ont été exigés par des leaders narcissiques, l'individualité des citoyens a été niée, la doctrine officielle a été promue au rang d'unique croyance tolérée, la santé psychologique et physiologique a été menacée par des comportements malsains, etc. Je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir et de quoi je parle. On voit donc le narratif dominant former des accusations qui, en réalité, sont plutôt des projections de ses propres dérives et de ses propres méthodes d'endoctrinement. On voit en fait ici une inversion presque totale de la réalité. D'ailleurs, c'est une caractéristique assez commune du narratif dominant depuis quelques années, non pas le simple mensonge ou l'exagération, mais carrément l'inversion presque parfaite de la réalité. On présente comme sécuritaire et efficace ce qui ne l'est pas, comme sectaire ceux qui quittent la secte sociale, comme science ce qui ne sont que des fabrications politiques et idéologiques, etc. Devant cette inversion, l'une des armes les plus utiles est celle du miroir qui, comme Persée contre Méduse, qui, on se rappelle, utilise un miroir pour renvoyer à la Méduse son regard pétrifiant, permet de renvoyer les attaques lancées contre les citoyens qui sont en rupture de l'idéologie dominante. On parle donc d'inverser l'inversion, dans le fond. Inverser l'inversion, c'est ce que des milliers, voire des millions de personnes font depuis quelques années et manifestement, ces gens-là réussissent puisque les gouvernements se sentent obligés d'aller toujours plus loin dans la censure. Si on ne réussissait pas, il n'y aurait pas besoin de censure. Donc, les nouvelles lois qui sont tyranniques et quand même assez terrifiantes sont aussi le signe d'un succès dont il faut se réjouir. Donc, je vais vous laisser sur cette note que j'espère optimiste et je vais vous dire à la prochaine capsule et bonne chance.